Hop, on va se connecter et on va inviter Alice. Voilà. Hop. On va attendre qu'Alice arrive. Bonjour tout le monde. Je sais pas trop si on m'entend, si on me voit bien. Coucou, quelqu'un m'a dit coucou, donc ça veut dire qu'on me voit. Déjà, c'est une bonne nouvelle. On va attendre qu'Alice arrive. Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout le monde entend? Bonjour, bonjour tout le monde. Ah voilà, Alice, on va se connecter. Hop. Il y a des gens que je connais, je vois. Ah, Nathalie, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour Laurence. On va attendre Alice encore un petit peu, puis on va laisser aux gens le temps d'arriver, de se connecter. Bonjour, bonjour Gaëlle, bonjour Magali, bonjour Stéphanie. Alice, je vois que tu écris, mais je ne te vois pas. Bonjour Pauline. Merci, c'est gentil Nathalie. Ouais, c'est notre premier live, alors soyez indulgente. Alice, où es-tu, SOS? Alice ne peut pas participer. Ok. Elle va arriver. C'est toujours les meilleurs qui arrivent à la fin, de toute façon. Je renvoie une demande. Hop. Ah, Véronique, bonjour Véronique. Estelle, coucou Estelle. Ah, il y a mes élèves qui sont là, super. Ah, coucou Alice. Alors, désolée. C'est pas grave. Je me sens moins seule, ça y est, ouf. Mais en fait, je me sentais finalement. Il y a beaucoup de personnes déjà de connecter. Oui, je te vois, Estelle, on te voit. Enfin non, on veut pas te, on n'est pas censé te voir. C'est toi qui dois nous voir. Voilà. Le principe du live, c'est que c'est vous qui nous écoutez. Euh, Nous, on peut. Salut Nolwenn. Ça va ta cam? On fait des tests. Bah, premier live oblige, on teste. Hein, voilà. Connaissez, voilà. Ça Bonjour à tout le monde. fait plaisir de te voir. Oh, il y a même ma belle-sœur. Super. Donc voilà, bah, je suis contente. Il y a déjà pas mal de monde, donc ça fait vraiment plaisir. Bonjour, bonjour tout le monde. On va préparer nos petites notes. Hein. C'est vraiment notre premier live, donc on va vous demander d'être indulgente. C'est voilà, de faire preuve d'empathie. C'est également une qualité des éducateurs de jeunes enfants. Donc on vous met un petit peu dans le bain. Voilà. Du coup, tiens, il y a même des collègues à moi qui se connectent. Ça fait vraiment plaisir. Bon, on va y aller. Moi, je me présente, du coup, pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Christelle. Je suis éducatrice de jeunes enfants depuis 2009, donc ça fait longtemps. J'ai connu que la crèche, les EAJE, j'ai travaillé en RAM. Et je suis directrice depuis 2013, donc ça fait un bon moment. Voilà. J'ai rencontré Comme ça d'ailleurs. Voilà, j'ai rencontré Alice, qui était ma collègue directrice, justement, de crèche. Et voilà, maintenant, je me consacre entièrement à l'accompagnement à la VAE d'éducateurs de jeunes enfants en ligne. Euh, voilà. Et ça se passe très bien. Donc, j'ai un site internet. Je vous en parlerai un petit peu à la fin pour celles que ça intéresse. Voilà. Et donc Alice, qui était donc ma collègue, maintenant est devenue mon amie. Et donc, ma collègue, hein, parce qu'on peut dire qu'on est aussi en train de travailler. Donc, voilà. On essaye de monter des choses ensemble. Pour Voilà, toujours apporter plus de soutien aux EJE, aux parents, aux futurs EJE. Voilà. c'est ça. Et puis voilà, aussi ce qui nous lie, c'est aussi la professionnalisation, la certification, accompagner les professionnels au quotidien, les groupes d'analyse de la pratique. Voilà, si tu as parlé de toi un petit peu, Alice, je t'écoute. Je te connais, mais le public ne te connaît pas.
ça, je vais me présenter. Du coup, bonjour à tous, pour ceux qui nous rejoignent. Merci de nous rejoindre. Donc moi, c'est Alice, je suis aussi éducatrice de jeunes enfants depuis 2010. J'ai énormément travaillé en crèche également en tant qu'éduc de terrain et ensuite j'ai pris la direction de crèche où j'ai rencontré donc Christelle. À peu près 5 ans de direction, quelque chose comme ça. Et puis, j'ai testé un poste de coordinatrice petite enfance aussi, là, cette année, de janvier à juillet. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment comme ça que j'avais envie de bosser. Et donc, depuis, je me consacre à la formation et à l'accompagnement à la parentalité. Voilà. On a bien pris en note toutes vos questions. On est ravis que vous ayez autant participé. On en a choisi, du coup, on a été obligé de sélectionner parce que sinon, on aurait fait peut-être un live de 3 heures. On en fera d'autres du coup. Mais c'est vrai qu'on a reçu pas mal de questions par mail et par messagerie. On a essayé de les sélectionner un petit peu. Donc en fait, on va vous parler globalement du métier d'éducateur de jeunes enfants, du rôle de l'EJE et de ses missions, mais également, bonjour ceux qui nous rejoignent, mais également la vision qu'on a du métier aussi, qui est en constante évolution, qui évolue avec la société, qui évolue avec les nouvelles politiques petite enfance. Voilà. On va parler également, on a eu pas mal de questions sur les lieux d'exercice, le travail en équipe, donc on va aborder aussi ces sujets-là. Ce qui est ressorti le plus aussi, c'est aussi beaucoup de questions sur le soutien à la parentalité, l'accompagnement des familles, créer du lien. Donc on va faire aussi un point là-dessus, ce sera aussi du côté d'Alice surtout, parce que c'est aussi son métier en ce moment. Et puis voilà, on fera aussi un topo sur la formation de GE et sur la VAE. Et voilà, si on oublie certains points, de toute façon, moi, après le live, je vous proposerai un petit temps en story, une foire aux questions concernant la VAE, de l'aspect plus technique, si jamais il manque des petites infos. Parce que là, aujourd'hui, on ne pourra pas tout aborder. En tout cas, si ça vous plaît, si ça vous intéresse, d'autres lives, on en fera de temps en temps avec Alice. Voilà. Les deux, ou seul, ou sans moi. Et du coup, n'hésitez pas à commenter, à réagir en commentaire pour qu'on puisse rebondir un peu s'il y a des choses qui me manquent ou des questions que vous avez en plus. Je ne garantis pas qu'on puisse répondre à tout le monde encore une fois, mais en tout cas, n'hésitez pas. L'interaction, ça fait partie de notre travail, notre métier, de l'humain en général. Donc, on aime ça. Allez-y. Faites-nous plaisir. Et puis, s'il y a des collègues qui veulent rebondir, si on a oublié des choses, très bien. Ça portera beaucoup de choses qui nous écoutent. Voilà, on va peut-être commencer déjà sur le rôle de l'EJE, sur notre vision du métier, sur ce qu'on sait de ce métier et sur les missions. Si vous êtes là à nous écouter, c'est forcément que ça vous intéresse, ce métier, et donc on va en parler. Voilà. Globalement, c'est un métier qui est pas tellement connu, on va dire, au niveau des familles. Moi, j'ai l'impression que parfois, il y a peu de gens en dehors de notre branche qui connaissent réellement le métier d'éducateur de jeunes enfants. Parfois, ça peut arriver que les familles nous confondent sur nos lieux de travail avec n'importe quel autre professionnel. Alors, peu importe qu'on soit en équipe pluridisciplinaire ou pas, des fois, les parents font vite l'amalgame, en tout cas sur les lieux d'accueil. Mais en tout cas, on est vraiment différentes. D'ailleurs, quelqu'un nous a posé la question de la différence entre AP et EJE, donc on abordera le sujet plus tard. Ouais. Donc voilà. Pourquoi tu as voulu faire EJE, Alice? J'aimerais. Ah, ça remonte à loin. C'est une question. Ça remonte à loin. En fait, alors toujours, on va pas non plus rentrer dans tous les petits oiseaux, mais très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais envie de bosser avec les enfants. Et puis, j'ai commencé à me renseigner sur les différents parcours qu'il pouvait y avoir. Et ma maman avait une amie éducatrice de jeunes enfants. Et donc, j'ai fait un stage avec elle d'une semaine, c'est le stage de troisième. Oui. Et du coup, elle m'a expliqué vraiment la différence entre tous les métiers qui pouvaient amener à travailler avec les enfants. Et ce que j'avais apprécié, et c'est pour ça que j'ai continué ensuite sur cette voie-là, c'est la vision globale, parce que l'éducatrice a vraiment une multicasquette, à mon sens, et une vision très globale du développement de l'enfant, que ce soit au niveau moteur, au niveau psychologique. Il y a tout l'accompagnement des familles, il y a l'accompagnement de l'équipe,
Il y a le travail avec des partenaires et des équipes pluridisciplinaires. Et puis voilà, c'est un peu un spécialiste, De la- avec grande humilité, s'il vous plaît, de l'enfant de 0 à 7 ans. On a vraiment approfondi tout le développement de l'enfant, comment il se construit, comment il grandit, comment il fonctionne. Et voilà, c'est tellement global. Moi, j'ai tendance à, comme vous voyez, formation, accompagnement parental, JE, tout ça, j'ai tendance à aimer faire beaucoup de choses. Si je reste un peu toujours à faire la même chose, je m'ennuie. Et ce travail-là, je le trouve tellement global sur l'humain. C'est aussi du travail social, puisqu'on accompagne des familles qui peuvent être en difficulté. Donc, voilà, c'est cet aspect-là qui fait que j'ai eu envie parce que c'était large, quoi. Bah, c'est vrai que le JE est vraiment reconnu, on va dire, comme un spécialiste de la petite enfance. Même si aux yeux du public et des politiques, c'est vraiment, encore une fois, une profession qui est assez méconnue. Au sein de la profession, on reconnaît vraiment aux EJE une réelle expertise. C'est un métier qui fait se mélanger, comme tu disais, différents aspects. Donc, il y a tout ce qui est socio, psychologique, éducatif, médical, culturel, juridique aussi. Et en ça, c'est en ça qu'il diffère, mais en même temps qui est complémentaire des autres métiers de service rendus aux personnes et à la collectivité. Euh, donc c'est vrai qu'on dit voilà, que le JE a un rôle d'éducation, de préemption, de coordination. Bien sûr, on n'a pas abordé encore toute la prise en charge globale de l'enfant, effectivement en lien avec sa famille, ce qui suppose d'avoir une éthique, des connaissances théoriques. On s'appuie pas mal sur les connaissances théoriques, mais ça, c'est pour vraiment forger notre identité professionnelle. Euh, Voilà. Est-ce que l'identité professionnelle, ça aussi, C'est une grande question, effectivement. c'est un Non, autre puis, sujet. quand on prend un Pardon. poste de direction ou d'adjointe, attends. De quoi? Non, je dis quand on prend un poste de direction ou d'adjointe, on rajoute en plus des casquettes le management, la gestion, La tout ce qui va gestion, être RH. ouais. Donc, Maintenant, en plus, le nouveau diplôme rajoute ce genre de choses, la connaissance des logiciels. Il y a les langues étrangères aussi dans la réforme du diplôme. Donc, heureusement que je l'ai eu avant. Non, comme dit Nathalie, c'est une ancienne collègue à nous également, empathie, adaptabilité, oui, c'est et totalement ça. L'adaptabilité, ça, ça- multitâche, hein. bah, à partir du moment où tu travailles dans de l'humain, il faut vraiment s'adapter à toutes les situations. Même si en EHJE, on a, on va dire, une journée type, ce qu'on appelle la journée type, mais une journée ne se passe jamais comme la précédente. On peut dire que le JE, moi, la vision que j'en ai, c'est que c'est vraiment, on va dire, une brique essentielle dans les dispositifs d'accueil. Au niveau des professions dites sociales, c'est vraiment le ciment qui va permettre de relier entre elles, voilà, on va dire les professions, parce qu'on ne travaille pas seul quand on est EJE, on est en équipe pluridisciplinaire, mais pas que. Si on est en EAJE, donc en établissement d'accueil du jeunes enfants, on a différents acteurs qui se jouent. Donc voilà, c'est vraiment un métier passionnant. Qui... Tout à fait. Comme tu disais, on crée du lien, on est vraiment un pilier qui crée du lien en arborescence avec tous les acteurs, que ce soit donc les familles, les enfants, les équipes, les partenariats. Donc c'est voilà, c'est enrichissant, effectivement, c'est riche et prenant. Ouais. Euh, et si on approfondit un peu sur son rôle et ses missions, je dirais que les missions sont vraiment justement ça, d'avoir du recul, un œil extérieur, un œil global. Alors, excusez-moi, mon chat m'a fait très peur. C'est ton Ouh là là, permis de travail. le cadeau de folie, voilà, voilà. Donc oui, on a vraiment cette mission de prendre du recul, d'avoir un regard global, d'analyser un peu toutes les situations et de pouvoir, grâce à justement les références théoriques, toute la théorie qu'on a pu apprendre et puis nos observations. Pour moi, l'outil de travail premier de l'éducateur de jeunes enfants, c'est l'observation qui va nous permettre d'analyser, d'adapter, de réajuster tous les jours les situations, que ce soit proposer quelque chose à un enfant pour qu'il puisse
avancer dans son apprentissage, accompagner une famille qui se sent en difficulté, et ajuster des pratiques d'équipe pour apporter toujours plus de qualité, créer des partenariats externes pour pouvoir apporter aussi un peu plus de qualité et de fun au sein des structures. Voilà, il a vraiment une mission de globalité et de faire du lien avec tout et de réajuster, de réadapter tous les jours pour gagner en qualité et pour s'adapter au plus près des besoins des enfants, des familles, de l'équipe. C'est ça. Et ce que tu mets en avant, c'est d'ailleurs ce que je mets en avant dans les accompagnements à la VAE à mes élèves, l'observation et la remise en question. C'est-à-dire que quand on veut effectivement démontrer de son positionnement, déjà, elles ont un écrit à préparer, hein, le fameux livret 2. On part toujours d'une observation. On a observé quelque chose, on a rencontré une problématique ou un axe d'amélioration ou quelque chose qui est important pour nous. Voilà, et qu'est-ce qu'on met en pratique, de quelle façon, pourquoi, toute la réflexion qui est derrière. Le jeu, c'est ça, c'est beaucoup de réflexion et de remise en question. C'est un milieu, comme la plupart des métiers dans le social, où il y a tout un jargon particulier qui est propre à ce métier-là. Et c'est un métier où on se pose beaucoup de questions et on joue aussi beaucoup sur les mots, d'ailleurs. C'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui pour en parler. Est-ce que tu veux qu'on aborde un peu les questions ou alors on va peut-être parler un peu du rôle de l'EJE? De toute façon, on ne fait que ça pendant ce live. Moi, J'ai vu passer une question qui disait pourquoi il a eu tant de mal à être reconnu comme licence. C'est 50 100 ans d'histoire avant qu'il y ait les jardinières d'enfants et c'était très peu reconnu. Mais malheureusement, beaucoup de métiers du social ne sont pas très reconnus et ça grimpe tout doucement. Et ce qui a fait que ça a été reconnu au niveau licence, c'est qu'en fait, ils ont rajouté progressivement. Donc déjà, la formation est passée de 6 mois à 1 an et demi, ensuite à 2 ans et demi. Maintenant, on en est à 3 ans. Donc 3 ans, c'est le temps d'une durée d'une licence. Et en plus de ça, dans les cours, quand on fait la formation d'éducatrice de jeunes enfants en voie directe, on en parlera justement des différences entre voie directe et VAE après. On a aussi des cours en gestion, en économie, en psychologie, en droit. Et tout ça, c'est des cours qui sont dans beaucoup de licences. Et c'est pour ça que ça a été aujourd'hui reconnu comme Bac+3 et donc comme niveau licence. Mais c'est vrai que ça a été long parce que tout ce qui est social, c'est long. Et puis on ne va pas se mentir, aujourd'hui, même encore dans les collèges, il y a des conseillers d'orientation qui disent aux jeunes femmes qui ont un petit peu de mal à l'école, simplement parce que l'école n'est pas forcément adaptée à leur manière d'apprendre, et ben on leur dit, tu as des mauvaises notes, va changer des couches, c'est facile. Donc déjà, même au niveau de l'éducation nationale et au niveau de nos ministres qui nous appellent je ne sais plus comment il avait dit ça, les nounous justement, ou les auxiliaires de data, les auxiliaires, ou je ne sais plus. Enfin, même les ministres ne savent pas ce qu'on fait réellement. Donc à un moment donné, c'est pour ça que ça a été très très long. Mais on y est arrivé et on va y arriver de plus en plus. C'est aussi pour ça qu'on est là, c'est qu'on voudrait faire reconnaître un peu ce métier qui est vraiment clé. On s'occupe des enfants, quoi. On fait en sorte qu'ils se développent correctement et qu'ils soient bien. C'est important. C'est ça. Coucou Mathilde. Il y a des gens qui nous font coucou, c'est rigolo. Même ça, au-delà du soin de l'enfant, de toute façon, c'est pas du tout déjà une chose qui est dégradante, que ce soit pour une femme ou pour un homme, pour un parent, pour un éducateur, pour une auxiliaire. Déjà, même à ce niveau-là, le jeu joue sur les mots également. Parce qu'on ne change pas un enfant, mais on change la couche de l'enfant. Mathilde est arrivée, donc elle va valider ce que je viens de dire. Oui, parce que tout à l'heure, le jeu aime jouer sur les mots. Donc, on met en place des pratiques éducatives de soins, différents protocoles d'hygiène, on s'assure du respect de l'intimité de l'enfant. C'est vraiment au-delà du soin. Il y a beaucoup d'autres objectifs, permettre à l'enfant d'être prof, en confort, enfin, il y a toute une dimension qui se joue. Donc déjà, au niveau du gouvernement, rien que ça, c'est minimisé. Ouais, je vois qu'on valide. Donc, c'est vraiment qu'il y a un souci. Moi j'aime beaucoup ce métier aussi parce que c'est un métier valorisant. Enfin, pour moi, je trouve. Les préoccupations sont vraiment
différentes. Ça permet justement de rompre cette vision centrée sur les besoins physiologiques de l'enfant, cette vision altérée qu'ils en ont. Les compétences professionnelles de l'EJE, c'est des choses qu'on acquiert au travers de la formation et de nos stages, comme tu l'as dit, mais aussi de nos lectures et de nos expériences. C'est pas inné en soi. Tout comme on va le dire plus tard, hein, le diplôme de JE, c'est pas une suite logique au fait d'être auxiliaire. Ça, c'est encore un autre point qu'on va aborder. Vis-à-vis de la prise en charge de l'enfant, il y a notre regard et notre état d'esprit qui se modifient lorsqu'on devient EJE. La théorie permet de mettre du sens sur notre façon d'observer pour permettre d'accompagner les enfants au quotidien. La théorie, mais pas trop. Ce qu'on demande à l'EJE et en tout cas aux élèves de VAE, hein, c'est de ne pas avoir tout lu et tout savoir. Quand on dit que l'EJE est un spécialiste d'enfance, il y a quelqu'un qui a dit sûrement, oui, exactement, merci. Quelqu'un est d'accord. Nous sommes les oubliés du système de la société. Tout à fait, Caroline, tu as raison. Oui, et c'est qui dit, on m'avait dit que c'était une voie de garage pour celles qui n'avaient pas de bonnes notes, mais je trouve ça tellement scandaleux. Enfin, alors qu'aujourd'hui, c'est pas facile de travailler avec les enfants, quel que soit le diplôme, hein, du CAP petite enfance à l'infirmière puère, être auprès des enfants toute la journée, c'est quelque chose qui est prenant, qui est énergivore. Il faut mettre du sens à tout ce qu'on fait pour pouvoir vraiment apporter quelque chose de qualitatif. Et c'est vraiment dommage que ce soit vu comme une voie de garage. Et malheureusement, c'est encore le cas. Il faut se battre contre ça, mesdames. Regarde ce que dit Gaëlle. Est-ce que tu vois le message de Gaëlle? Je suis actuellement… Ah non, attends. Non, c'est compliqué. J'ai dit à mon professeur que je voulais me réorienter en EJE. Première phrase qu'il m'a dit, socialement, c'est nul. Oui, c'est ça. Ok. On passe un outil pour des voies de garage, clairement, Nathalie. Clairement. Mais oui, c'est ça. Et ça peut apporter beaucoup de choses et on peut évoluer. Humainement, c'est enrichissant, en fait. On travaille avec de l'humain, on travaille à accompagner des enfants, des familles vers un bien-être. Enfin, qu'est-ce qu'il y a de plus important aujourd'hui dans cette société, si on part sur des sujets un peu annexes, d'accompagner les gens à aller bien. Enfin, c'est aussi ce que je fais dans mon travail d'accompagnant parental, c'est que les parents sont tellement culpabilisés de plein de choses. Et c'est comme ça que je travaille, déculpabiliser et apporter du bien-être, parce que c'est important, surtout dans ce qu'on vit actuellement, quoi. C'est bon, on m'entend? J'ai eu un écran. On va commencer sur les questions, du coup. Oui, bien sûr. Allons-y. On est sur les questions sur le positionnement, le lieu d'exercice. On va continuer dans cette lancée. Vas-y. Est-ce que tu as… Et ben, du coup, tu parlais de ça, peut-être, quelle est la différence entre l'AP et le JE, justement? Ben, je lis ce que disent aussi en AG, on dirait qu'on ne fait que jouer, faire la sieste. Oui, c'est ça. Oui, bah, c'est quand les parents repartent, ils me disent amusez-vous bien. Merci. Ouais, bien. Voilà. Merci. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est allez, bon courage. Il y en a des parents qui disent oh là là, déjà avec un, j'y arrive pas. Alors ils me disent comment vous faites. Mais pendant les vacances, moi, j'en peux plus. Comment vous faites avec ça? C'est une vocation. Les différences entre AP et EJE, moi déjà, c'est deux métiers différents. Auxiliaire de puériculture, c'est dans la globalité un thème, un domaine paramédical. Et l'éducateur de jeunes enfants, on est dans le social. On est complémentaires, mais voilà, moi je voulais vraiment expliquer et démontrer que être éducateur de jeunes enfants par la voie VAE ou n'importe laquelle, c'est pas un prolongement du diplôme d'auxiliaire de puériculture. Les auxiliaires de puériculture, c'est un diplôme. Éducateur de jeunes enfants, c'est un autre diplôme. C'est pas parce que on donne l'impression qu'on fait toute la même chose que c'est le cas. Il y a une dimension totalement différente qui se joue. On travaille en étroite collaboration, on est complémentaires à plein de niveaux. Effectivement, on est complémentaires dans notre rôle, mais on est différentes. J'allais dire différentes, mais il y a des garçons. On est différents. On a fait des études différentes, on a des tâches différentes, on a des salaires différents. On va parler de ça aujourd'hui.
Mais voilà, c'est vrai qu'au niveau de l'exercice, donc le JE travaille dans le domaine de l'éducation et du social. L'auxiliaire de puériculture travaille plutôt en petite enfance. Donc ça peut être évidemment en crèche, en PMI, en pédiatrie, en néonate, en maternité. Nous, les EGE, on n'est pas en maternité. Il y a une question qui s'affiche un petit peu longue, je vais rebondir un peu. Exact, tu me dis hein, au Québec, donc pas reconnu en France. Ah, oui. Ouais. Il y a plein de pays où c'est pas encore reconnu les équivalences. J'ai une amie aussi qui est éducatrice de jeunes enfants en Espagne, qui est mais une perle de perles de perles. Et en France, eh ben, c'est un CAP petite enfance qu'on lui a donné, quoi. Et elle était triste, et moi aussi, parce que pour le coup, ça aurait fait une excellente édu. C'est ça. Mais, mais c'est ça, les équivalences, c'est dommage. Mais encore une fois, c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est qu'il faut qu'on fasse reconnaître de plus en plus ce métier-là, qu'on lui donne de la valeur et qu'on puisse agir ensemble pour être reconnu, quoi. Après, également, l'accès à la formation est différent aussi. Hein. EGE, on a le baccalauréat, normalement. Enfin, oui, on a le baccalauréat ou un diplôme équivalent, il me semble qu'on peut passer, qui a changé de nom. Depuis, moi, je suis vieille, hein, mais il a changé de nom depuis. Avant, on appelle ça l'examen de niveau de race. Maintenant, on n'appelle plus ça comme ça. Et c'est une formation en 3 ans. Et auxiliaire de puériculture, c'est une formation en 10 mois. Et donc, il n'est pas accessible. Elle est accessible sur concours également, il me semble. Oui, Euh, faire renseigner. Il y a eu tellement de changements ces derniers temps, enfin, ça fait 10 ans quand même. Non, maintenant, c'est Parcoursup. Hein. Ouais, bah, oui, c'est ça, Parcoursup, oui, parce qu'en plus, on m'a posé la question aussi, j'avais pas la réponse, donc Maintenant, c'est Parcoursup. c'est Et ça. du coup, et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est deux métiers très complémentaires. Nous, dans notre formation d'éducatrice de jeunes enfants, on a très peu de soins et l'auxiliaire est vraiment spécialisé dans le soin. Enfin, moi, c'est une auxiliaire qui m'a appris à faire des lavages de nez sans traumatiser un enfant. Hein. Euh, on n'est pas formé à ça. On a tous vraiment une formation différente, mais c'est complémentaire. On a besoin des deux en crèche, quoi, pour C'est ça. celles qui bossent en crèche. Et l'éducatrice des jeunes enfants va avoir cette dimension un peu plus, justement, cette prise de recul et l'analyse qui, grâce à toutes les références théoriques, toutes les lectures, les apprentissages, va permettre de comprendre un petit peu plus en profondeur le fonctionnement de l'enfant et du coup va pouvoir donner ça un petit peu plus de profondeur dans ce qu'on va proposer. C'est l'objectif de l'éducatrice, c'est d'aller comprendre vraiment ce qui se passe chez l'enfant pour pouvoir ensuite interagir. Et puis, il y a toute cette dimension de management aussi, et de gestion. Il y On a, a une position de maîtrise et de savoir. On parle souvent du savoir-être, du savoir-faire, de l'EGE, de la profession. C'est des grands mots qu'on utilise beaucoup finalement. On est souvent appelé pour solutionner des problématiques. Euh, et le jeu oriente son action en s'appuyant sur différentes pédagogies, différentes théories qui lui permettent de mettre en projet ses interventions, des interventions à venir. Mais pas que ça. C'est-à-dire que même en tant que spécialiste, le vécu du terrain, c'est ce que tu disais tout à l'heure, nous permet de jongler entre ce qu'on a appris, l'expérience qu'on en a. C'est ça qui est intéressant aussi dans ce métier. Alors moi, j'ai eu des questions sur la VAE d'AP. Moi, je ne fais pas de préparation à la VAE d'auxiliaire puériculture et effectivement, c'est un métier que je ne maîtrise pas. Donc moi, j'ai le respect du métier, mais je ne le maîtrise pas. Moi, j'ai mon CAP petite enfance que j'ai eu après mon bac pour rentrer en formation d'éducateur jeunes enfants parce que le concours, c'est dur aussi. Donc, il a fallu que je travaille et que j'ai aussi une première expérience avant d'entrer en formation. À l'époque, c'était cher, hein, Quoi, le concours? le concours. Alors, écoute, Pardon. papa et maman étaient là. Je ne vais pas juger aujourd'hui, mais c'est vrai que Qu'on a aujourd'hui, c'est que du coup, comme c'est Parcoursup et qu'il n'y a plus de concours, ça permet d'avoir accès à des formations plus facilement, quoi. oui, Cette évolution-là, elle est bien aussi. c'est ça. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Tu avais d'autres questions sur
le, le lieu d'exercice, peut-être, le positionnement. Oui, Ouais. comment, enfin, ah si, j'avais la différence entre la posture et le positionnement d'une JE. Ça, c'est Ah, une grande question pour rester dans le positionnement. c'est gentil. Je trouve plus mes notes. Bah, en fait, ça dépend, ça dépend quelle est la définition pour chacun de posture et positionnement. Christelle disait très bien tout à l'heure qu'on joue sur les mots en tant qu'éduc. C'est vrai. Et moi, ce que j'aime bien rappeler dans mes accompagnements auprès des équipes, c'est que chaque mot a une définition différente selon la personne qui l'emploie. Et c'est ça qui est assez touchy dans la communication d'une manière générale, que ce soit professionnelle ou personnelle. Hein. Et bah, en fait, pour moi, posture, Ah, ouais. la posture, c'est la posture au quotidien. Alors, si la personne qui a posé la question est là et peut nous éclairer sur exactement sa demande, on prend. Euh, Ouais, moi, je pense que déjà, c'est encore une fois ce que je disais, c'est du jargon social, hein, la posture, le positionnement. L'idée de la posture, moi, ça me donne une idée que ça se vit dans l'instant, c'est statique, c'est-à-dire que c'est le savoir-être dont je fais preuve là, maintenant, à l'instant T. C'est comment je oui, suis, mon attitude. oui, Le questionnement, moi, je le vois plus dans la durée. C'est-à-dire que c'est plus un processus de réflexion, mes questionnements qui me conduisent à une prise de décision. La posture, pour moi, ce serait plutôt le comment et le positionnement, le quoi. Je ne oui. sais pas si je suis claire. Euh, je sais pas, on peut donner un exemple concret. Par exemple, ben, tiens, dans l'accompagnement parental, euh, j'accueille une famille, je sais pas, hein, le jour de l'adaptation, ma posture, ça va être effectivement que je vais être dans l'écoute, la bienveillance, Ouais. l'empathie. Je me mets à hauteur de l'enfant et de la famille. On s'assoit ensemble, on échange. Voilà, ça c'est ma posture. Je la vis là dans l'instant T. Et tu m'as c'est pas bon. Et le positionnement professionnel, c'est plus dans la durée. Voilà, quelle valeur j'ai à la base. Est-ce que, voilà, moi, mon objectif, c'est de créer du lien avec la famille. Du coup, dans mon positionnement, comment je vais faire pour créer du lien avec cette famille-là. Enfin, c'est comme ça que je comprends la question. En t'entendant parler, je te rejoins là-dessus et ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'identité professionnelle, c'est que la posture euh, d'une JE, pour moi, elle est censée être à peu près la même euh, pour les EJE, dans le sens où c'est notre travail d'être accueillant, de prendre du recul, d'être dans l'empathie, d'être dans l'écoute. Voilà, c'est des valeurs et du savoir-être Ça va. qui est propre au travail social. Salut Alima. Et Ah. Salut Sidonie, comment vas-tu? Ça fait longtemps. alors que le positionnement, euh, c'est pas grave, on t'en veut pas. Pas grave. Euh, alors que le positionnement, j'ai envie de dire que c'est aussi propre à chaque éducatrice, c'est-à-dire que chaque personne va avoir une identité professionnelle qui lui est propre en fonction de ses valeurs personnelles, de ses valeurs sociales, de ses valeurs humaines. Et tout est OK à partir du moment où c'est juste, où c'est argumenté, j'ai envie de dire, et où ça a du sens pour les enfants. Je donne un exemple tout bête. Il y a des grands débats. D'ailleurs, on pourra en reparler pour justement comment se positionner face à un jury qui n'est pas forcément d'accord avec nous. Mais il y a des grands débats sur référence par référence. Donc, pour ceux qui ne savent pas trop, référence, c'est il y a une personne qui s'occupe exclusivement de l'enfant, si je résume très largement, parce qu'on pourra en parler des heures. Et donc, il y a des professionnels qui sont pro-référence, en mode il faut absolument qu'il y ait une personne qui s'occupe de un enfant. Nanana. Et il y a celles qui sont anti-référence et qui disent bah non, il faut que l'enfant puisse choisir. Nanani, nanana. C'est des débats. Mais deux professionnels, deux OJE qui ne sont pas forcément en accord là-dessus, il n'y en a aucune qui a raison ou qui a tort. Tout s'argumente et tout se met en place en fonction de la structure, de l'équipe, tout ça, le débat éternel, effectivement, Nathalie. Et c'est pas parce qu'il y en a une qui dit qu'elle veut et l'autre qui dit qu'elle veut pas qu'il y en a une qui est une bonne professionnelle et l'autre non. C'est aussi la richesse qu'il y a dans ce genre de métier, c'est que tous les débats, tous les positionnements peuvent être argumentés, justifiés, justifiables et mis en place
tant que ça a du sens et qu'on donne du sens au quotidien avec ce qu'on fait. Ça évolue dans le temps avec les avancées qu'on a, les dernières découvertes en neurosciences. Moi-même, j'ai un bel exemple à donner là-dessus. C'est-à-dire que moi, quand j'étais directrice, euh, j'avais vraiment, et depuis que je suis au GE, j'avais vraiment une certaine conviction au niveau de la distance professionnelle. C'était pas de bisous, pas de câlins, ok. Distance professionnelle, on y va. Et effectivement, c'était quelque chose que je mettais en avant et que je voulais vraiment voir appliqué par les équipes. Et ben, les dernières avancées en neurosciences nous disent bien que l'enfant, pour se construire, pour que son cerveau se développe, il a besoin de câlins, il a besoin de bisous. Alors bien sûr, je ne vais pas aller dire aux professionnels, allez-y, toute la journée, on vous embrasse, etc. Mais moi, même en tant que JE et en tant que directrice, en tant que JE, prime abord, je me suis remise en question par rapport à ça. Et justement, les nouvelles théories qui m'ont appris tout ça, ce que j'en ai ressorti, c'est que du coup, ça évolue dans le temps, mais nous-mêmes, on doit être dans cette position de toujours prendre du recul, de toujours se re-questionner, de toujours dire oui, oui, avant, je pensais comme ça, mais maintenant, je pense plutôt comme ça. Waouh, il y a plein de cœurs qui s'affichent. C'est vrai que, voilà, À chaque enfant aussi. C'est qu'un enfant n'a pas forcément le même besoin qu'un autre. Il y a des enfants, ils n'ont pas du tout envie de câlins, de bisous, de contenance à certains moments, et puis d'autres, ils viennent les chercher, ils en ont besoin. Donc pourquoi refuser, pour partir dans ce débat, à un enfant qui a besoin d'un câlin et d'un bisou, pourquoi lui refuser? Alors oui, il y a vraiment la différence câlin-bisou, c'est-à-dire qu'un enfant qui vient se coller contre nous, c'est qu'il a clairement besoin d'un câlin, et que le bisou, c'est induit. Euh, mais il y a des enfants qui viennent vraiment faut aussi laisser un peu de place à la spontanéité, à mon sens. Oui, l'éducatrice est là dans une réflexion, donner du sens à tout, réfléchir les choses. Mais si on travaille dans l'humain et qu'on n'est pas un peu spontané, il n'y a plus de plaisir, et il n'y a plus d'humain, il n'y a plus d'humanité, justement, et ça ça. perd son sens. Voilà, c'est un de mes positionnements professionnels. C'est mon identité professionnelle, si vous voulez. Pour moi, ça perd son sens si on ne fait pas un peu place aux élans d'affection qu'on peut avoir envers un enfant qui vient nous faire un câlin, quoi. Enfin, et ils en ont besoin, certains. Après, voilà, encore une fois, c'est un débat. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Un débat. Voilà, quand on est vieux, il faut vraiment être ouvert à ça, à être curieux, à aller chercher les infos, à se documenter. Euh, et on n'est pas obligé d'aller à toutes les théories. Effectivement, comme tu disais, c'est comme quand vous passez la VAE, ceux qui passent la VAE, on ne vous demande pas d'avoir tout lu, on ne vous demande pas de connaître tous les auteurs. Nous, on est en formation de JE, on en connaît beaucoup, on a lu beaucoup de choses, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on adhère à chacun. Il y a forcément des auteurs, des pédagogues auxquels je n'adhère pas du tout. L'essentiel, c'est d'en trouver deux, trois. Voilà, moi, en ce moment, je suis hyper Isabelle Filiosa. La bienveillance, les émotions de l'enfant, etc. C'est mon petit dada en ce moment. Je suis même plus à la crèche pour le partager. Du coup, moi, je suis passée à autre chose. Mais voilà. Et puis, par contre, il y a des pédagogues auxquels je n'accroche pas du tout. Je ne donnerai pas les noms. On ne sait jamais. Il y en a encore qui sont vivants. Jamais s'ils viennent me voir. Voilà. Mais c'est important cette remise en question. Et puis, oui, voilà. Et comme je disais, on ne vous demande pas de tout connaître. On ne veut pas un document de VAE, on ne veut pas une bibliographie qui fasse 3 pages. Il vaut mieux vraiment, c'est comme ça que vous allez montrer votre positionnement. J'adhère à 100% à telle chose qu'a dit, je ne sais pas moi, Isabelle Filosa, voilà, sur tout ce qui est la charge émotionnelle et voilà, et la sécurité affective. Mais en quoi j'adhère à ça, je l'explique, comment je le mets en pratique au quotidien. Et puis voilà, un ou deux, trois auteurs, et c'est tout. Le connaître parfaitement quand même, maîtriser son sujet. C'est la maîtrise du sujet qu'on vous demande. C'est quand on applique une valeur ou de la théorie, faut quand même la maîtriser. Il y en a qui sont d'accord avec moi, il y a des fans. On aurait dû l'inviter, on ne peut pas la rajouter, Isabelle, au live. Invitez-la si certains la connaissent. Je crois qu'elle je crois qu'elle est occupée. Non, puis je rebondis sur ce que tu dis. Le truc, c'est que, en plus, quand on travaille dans l'humain,
on rencontre des situations différentes à chaque fois. Et ce qui fonctionne avec un enfant, avec une famille, ne fonctionnera pas avec un autre enfant ou une autre famille le lendemain. Et ce qu'on demande, à mon sens, quand on est éducateur de jeunes enfants, que ce soit par la VAE ou par la voie directe, c'est d'être constamment dans une remise en question, comme tu disais. Et si on rencontre on peut pas tout connaître, comme tu disais. Et du coup, si on rencontre une situation qu'on n'a pas encore vécue, qu'on n'a pas rencontrée, où on ne sait pas vraiment sur quoi se caler pour répondre aux besoins de cet enfant-là, eh ben, c'est d'aller justement chercher, se questionner, aller peut-être retomber dans les bouquins pour aller chercher une info pour pouvoir accompagner cet enfant-là ou cette famille-là du mieux qu'on peut. Et ça, individualisé, comme tu dis, Alima, exactement. Et ça, on ne peut pas tout connaître. Avant d'être vieux, oui, on a été en stage, on a eu une expérience avant, personnelle ou professionnelle peut-être, mais on ne peut pas tout connaître, les réactions et les besoins de tous les enfants ou toutes les familles qu'on va rencontrer par la suite dans notre travail. Et du coup, tout lire ne sert à rien, tout retenir ne sert à rien. De toute façon, on n'a pas le cerveau pour ça. Mais c'est d'avoir cette démarche de, à chaque fois qu'on rencontre une situation, de pouvoir effectivement, comme dit Alima, s'appuyer sur la pluridisciplinarité, c'est-à-dire pluridisciplinarité, aller chercher dans le réseau qu'on a déjà de l'équipe avec laquelle on travaille à l'intérieur de la structure et aussi des partenaires extérieurs, et ensuite d'aller chercher dans les bouquins, dans les pédagogues, dans les praticiens, psychiatres, psychologues, tout ce qu'on veut, la neuroscience, à aller chercher les réponses auxquelles on a. Et c'est vraiment, à mon sens, ce travail-là qu'on demande, c'est effectivement de ne pas avoir tout lu, mais qu'on sente, en tout cas pour celles qui passent la VAE et qui vont ensuite, mais même en voie directe, hein, qui vont passer devant un jury pour passer un diplôme, le jury a besoin de sentir ça, que vous allez être constamment en réflexion et que si vous rencontrez une situation qui vous pose question ou que vous n'avez pas forcément vécu, et ben d'aller chercher la réponse dans les références théoriques, dans les bouquins. Il y a le petit débat là, je crois quand on est AP, on a l'impression que les EJ ont réponse à toutes les questions. Mais non, c'est pas vrai. Sont parfois inférieurs et on nous le renvoie. Ah ben, ça... Alors, j'ai envie de dire, désolé, peut-être que je vais me faire l'avocate du diable, je sais pas, mais enfin bon, peut-être qu'on va me taper sur les doigts à dire ça, mais les éducatrices qui font sentir ça et qui vous font sentir que vous savez moins et qu'elles, elles savent plus, c'est de l'orgueil, c'est de l'ego et c'est pas vrai. Parce que. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. On a besoin des autres pour évoluer. Donc, de toute façon, on a une spécialisation, mais on n'est pas. On a besoin de cette équipe pluridisciplinaire. Donc, de toute façon, oui, ça peut arriver qu'il y ait des EGE qui sortent de l'école et enfin, qui effectivement, elles aient cet ego un petit peu voilà, particulier de vouloir changer le monde. Mais quand on réalise, voilà, on est sur la réalité de terrain et on fait des rencontres. Moi, personnellement, j'ai appris, c'est pas les EGE qui m'ont le plus appris dans ma vie. C'est même des assistants de maternelle qui m'ont le plus appris dans la vie. Et voilà, mais oui, ça me parle quand je lis des choses comme ça. C'est vrai que moi, j'ai pas été AP avant d'être EGE, donc je peux pas. Mais effectivement, des AP qui se sentent inférieurs ou des EGE qui ont réponse à tout, oui, j'en connais également. L'objectif, c'est se remettre en question à partir du principe. De quoi? Je disais que dans l'humain, on ne peut pas avoir la prétention de tout savoir et de tout avoir vu. Ça n'existe pas. On pourrait faire 10 vies qu'on n'en saurait pas encore parce que chaque personne est différente. Mais de toute façon, en plus, c'est un positionnement qui est difficile à avoir. Justement parce qu'on est une équipe pluridisciplinaire, qu'on est un monde de nanas, il ne faut pas se cacher. Moi, je trouve que la base, c'est compliqué. Moi, je parle des crèches parce que je connais vraiment les crèches. Je ne sais pas trop comment ça se passe en protection de l'enfance ou à l'hôpital. Voilà. Mais monde de nanas, il y a ça déjà. Ensuite, on travaille dans la petite enfance. Donc, si on travaille dans la petite enfance, il y a une raison. Ok. Moi, quand je suis arrivée en école, en centre de formation, le directeur du centre de formation de JE, il nous a dit deux choses. Vous êtes là, soit c'est parce que vous avez connu quelqu'un qui travaillait dans la petite enfance, soit vous avez des blessures d'enfance à réparer.
Ok, donc ça Oui, c'est enfin ça bon. me Là, c'est chacun de voir un peu les failles émotionnelles des uns des autres. Bien sûr, on ne fait pas un métier par hasard. Alors, il y a ça, il y a les émotions, le fait qu'on est toutes des nanas, le fait qu'on ait cet équilibre à maintenir parce qu'on n'a pas toutes les mêmes métiers, mais on travaille tout en même temps, mais on est complémentaires, mais à la fois, voilà, c'est tu finis ta journée. Bien sûr qu'il y a, tu vois, il y a de l'amour entre yeux là dans les discussions. C'est beau. Mais, mais c'est tellement riche et tellement intéressant. Pour moi, c'est important que vraiment, sur les lieux d'accueil, que tout le monde en ait conscience, que ce soit les AP, les CAP, les directeurs et directrices, les agents, tout ça. Est-ce qu'on ne rebondirait pas sur où peut exercer le JE? Oui, Parce que effectivement. le JE, parce qu'on a déjà abordé pas mal la question, effectivement, euh, c'était une question pas trop. Enfin, ouais, voilà. Où est-ce que vous pouvez exercer? Non, mais parce que voilà, il n'y a pas que les crèches. Voilà, Non, non, c'est vrai qu'on parle beaucoup des crèches parce que c'est là où on a vécu pendant 10 ans et on s'est rencontrés et que c'est là où aujourd'hui il y a possiblement, je ne me rends pas compte des chiffres, mais je pense que c'est là où bosse le plus de JE. Mais il y a énormément d'autres choses. Tu me dis bien sûr si tu me dis. Pardon, il y en a une, et Marcia, elle a dit les pros de la petite enfance sont brisés de l'intérieur. J'adore. Je, comme tu disais, je pense que quand on va vers un métier du social d'une manière générale, c'est que, comme disait ton prof de l'école, c'est qu'on a possiblement quelque chose à réparer. Et je pense pas toutes, peut-être pas faire une généralité non plus. Mais alors déjà, je pars du principe que quel que soit l'être humain, on a tous des blessures intérieures, on a tous des blessures à guérir, à travailler. C'est mon avis très personnel. Je pense que quand on va travailler dans le milieu social, c'est que potentiellement, il y a des trucs qui nous bouillonnent un peu de l'intérieur, effectivement. Que ce soit tout le monde, on ne peut pas faire une généralité. Et après, encore une fois, ça c'est un positionnement très personnel que je vais vous partager. Je suis intimement convaincue que quand on travaille dans le social et qu'on est tous les jours avec des enfants et avec de l'humain, se faire accompagner justement sur ces blessures intérieures nous permet de grandir, nous permet d'ajuster notre positionnement et nous permet d'apporter encore plus de sens, de valeur et de bien-être à ceux qu'on va accompagner. Il y en a qui. Ça c'est un chemin propre à chacun et chacun décide de ce qu'il veut, mais c'est vrai que je suis persuadée que plus on va justement guérir nos blessures intérieures et plus on va être cette vidéo. Pardon. et plus on va être apte à comprendre les blessures de l'autre, à les accueillir et à justement travailler avec l'autre. Ça, c'est voilà, c'est un positionnement très professionnel, très personnel, pardon. Je l'ai placé, vous en faites ce que vous voulez. Moi, après, plus tard, je devais dire qu'en positionnement professionnel, il ne fallait pas montrer d'émotion. Alors là, tu vas à l'encontre de ce que j'allais dire, mais bon, c'est pas grave. Là, c'est un live. Pardonne. Donc, au niveau de l'exercice de l'EJE, on peut travailler dans plusieurs secteurs d'intervention. Donc, il y a bien sûr les EAE. Hein. C'est quoi les EJE? Alors, la première qui répond dans les commentaires, elle a gagné une EO là. EAJE, ça veut dire quoi? Attention, la première. Allez. Elles sont lentes, c'est des gros doigts et en plus, c'est lent à écrire rétablissement. Donc, les EAJE. Elles sont allées aux toilettes, en fait, il n'y a plus personne. Il y a la protection de l'enfance et il y a les établissements de soins et médico-sociaux. Oui. Marcia, au moins une qui suit. Ah, non, c'est bon, il y a tout le monde qui suit. Très bravo. Il y en a aussi à l'hôpital. Il y a des services de pédiatrie qui embauchent des éducateurs de jeunes enfants pour pouvoir, accompagner. Moi, j'ai fait un stage en pédiatrie qui était très, très enrichissant. Il y a tout ce qui va être établissement d'accueil aussi pour les enfants ou adultes porteurs de handicap. IME, alors je ne me souviens plus tous les mots. Aidez-moi si vous avez, mais IME, au niveau des yeux,
au niveau des EAGE, donc c'est des établissements d'accueil du jeune enfant Bravo qui Maternelle. sont régis par les décrets d'août 2000, de février 2007 et de juin 2010. Ouais. Donc, en gros, ils ont à peu près tous les mêmes missions, que ce soit les multi-accueils, les crèches collectives, les crèches familiales, les crèches parentales, les jardins d'enfants. Et même si ce ne sont pas des OAGE, il y a aussi les mêmes missions au niveau des RAM, des LAEP, des MAM et des ludothèques. Donc, on peut travailler aussi dans ces endroits-là. Au niveau de la protection de l'enfance, oui, il y a tout ce qui est dans le domaine du parental, les AEMO, Action éducative en milieu ouvert. Oui, pouponnière. Il y a les pouponnières, il y a l'action éducative à domicile aussi, les MEX, les centres maternels, les foyers, les PMI. Voilà, les AEMO, c'est surtout concernant l'enfance en danger, oui, c'est ça, l'association AEMO. Et au niveau des établissements de soins et médico-sociaux, donc c'est l'hôpital, les CMPP, donc les centres médicaux psychopédagogiques, le CAMS. Le CAMS, donc c'est le centre d'action médico-socio précoce, médico-social précoce, c'est ça. Oh, tu n'as pas relu tes fiches. Non, ça je sais parce que j'ai mon ami Pomelov Good qui n'est pas connecté, qui travaille en CAMS. Et donc, il y a les IME, et évidemment, il y a tout ce qui est le libéral, auto-entrepreneur et formateur. Il y a les évolutions de carrière aussi. Les évolutions de carrière, parce que ça, c'est important. Oui, il y a la crèche, mais pas que. Hein. Donc, il y a aussi tout ce qui est école à pédagogie particulière. Aussi, Montessori, école de Crowley, les pédagogies LOXI, tout ça aussi, c'est super intéressant. Et je crois qu'ils en prennent dans certains. Donc, il y a les jardins d'enfants, mais il semble qu'il y a certaines maternelles qui bossent avec des EJE, les enfants de brevet qui bossent avec des EJE. En fait, mais c'est aussi le fait, comme on disait au début, que ce soit de plus en plus reconnu, c'est que maintenant, on ouvre au poste d'éducatrice de jeunes enfants beaucoup de structures qui peut-être avant étaient réservées aux EduxP, par exemple, éducateurs spécialisés. Et maintenant, voilà, le champ des structures s'élargit de plus en plus. Oui, et puis on crée aussi des choses. Hein. Les crèches itinérantes, les bibliobus, tout ça, c'est passionnant. Bibliothèque. Les ludothèques, ouais, franchement. Puis on se met à notre compte aussi, n'est-ce pas? Oui, on se met à notre compte aussi avec l'accompagnement en parentalité, avec la formation. Oui, on est en maternelle et il y en a plein qui répondent c'est cool, mais vous êtes hyper motivés. C'est bien, il en manque. Vous êtes venus nous voir au lieu d'aller faire les magasins. Merci beaucoup. Enfin bref. D'ailleurs, on passerait pas sur tout ce qui est accompagnement parental, jeune demoiselle? Avec plaisir. Tu as eu des questions pour moi? Oui, j'ai des questions pour toi. Un chat EJE. D'accord. Oui, vous avez des petites oreilles de Mister qui s'est incrusté. Le live dure combien de temps? Alors, j'en ai aucune idée. On était parti sur 1 heure, mais je pense qu'on peut durer un peu plus en fonction. Après, comme disait Christelle, on en refera. N'hésitez pas à nous mettre. Voilà, et puis vous pourrez revoir la vidéo en IGTV, vous inquiétez pas. Mais tant qu'on est là, nous on parle. Voilà. Est-ce qu'on peut en vivre libéral? C'est une très bonne question. C'est compliqué. À mon sens, c'est compliqué. Je pense que je ne suis pas forcément la mieux placée pour pouvoir répondre. Peut-être prendre un peu les avis de certaines qui ont cette expérience depuis plusieurs années, si elles ont réussi ensuite à se dégager un salaire. Actuellement, non. Mais après, ça peut être, moi, c'est comme ça que je le vis, je fais du moitié-moitié. L'année dernière, j'avais un poste à 80%. Là, je vais essayer de refaire un peu la même chose. Je pense qu'en alliant plein de petites choses, en étant libéral, faire de la formation, faire des interventions en crèche, faire pourquoi pas des petits CDD de temps en temps sur des remplacements, des choses comme ça, je sais pas. Je pense qu'on peut en vivre, mais non, c'est pas ça. Je pense qu'en second emploi, effectivement, ça peut être plus confortable pour celles qui ont besoin, et je me mets là-dedans, de sécurité un petit peu aussi
à avoir un salaire fixe à la fin du mois pour payer son loyer. On est quand même beaucoup comme ça. C'est aussi des métiers qui ne payent pas énormément de base. On ne fait pas ça pour l'argent. Et donc, ça Et peut puis être j'ai assez de compliqué charges. d'en vivre Ouais, à ça. c'est bon. Après, voilà, c'est chacune. C'est pour, Ça fait... pour Je fais bugger tout en restant. faire des choses différentes. Parce que j'ai tendance personnellement à m'ennuyer un peu quand je fais trop souvent que la même chose. J'ai besoin de diversifier, effectivement. Après, voilà, ça dépend aussi de ce qu'on veut faire en libéral, parce qu'il y a plein de choses. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, je pense qu'il y a beaucoup de choses à créer et que c'est possible qu'une personne ait une idée, crée un truc et vive de ça. Je pense qu'il faut y croire. À partir du moment où on a un projet, qu'on y croit, qu'on est motivé, il faut y aller, il faut se lancer, il faut y croire. Ça marche, c'est cool. Ça marche pas, bah, on prend peut-être si on peut appeler ça une béquille à côté, en faisant autre chose pour pouvoir vivre. Mais je pense qu'il faut se lancer, il faut y aller, quoi. Et puis, il faut y aller au culot. Enfin, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de démarcher, d'aller amener des CV, d'aller proposer des choses parce que des fois, on manque souvent d'infos, on manque souvent de coordonnées. Voilà, moi, c'est ce qu'on avait fait hein, pour le jury de VAE. Hein. Voilà, j'envoie mon CV comme ça sans trop savoir à qui. Hop, et finalement, voilà, j'avais une réponse. Ah, bah oui, tiens, justement, on manque de jury de VAE. Donc, faut pas hésiter à taper aux portes et dire voilà, je propose telle chose. Est-ce que ça vous intéresserait pas voilà. Moi, par exemple, ben, cette semaine, je suis allée voir le RAM de ma ville et j'ai dit ben, bonjour, je fais l'accompagnement à la VAE et je me propose de vous faire une présentation pour les assistants maternels si ça vous intéresse un jour. Voilà. Et la fille, elle m'a dit oui, elle m'a dit non. Ben, elle m'a dit finalement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle me dise oui, mais ça l'intéresse. Donc, il faut y aller au culot, faut avoir son CV à jour. Et puis voilà. J'avais une question pour toi au niveau de la gestion de conflits, comme je sais que tu es spécialiste, donc non pas en conflit, tu n'es pas spécialiste en conflit. Alice n'est pas spécialiste de conflits, je vous le dis officiellement, mais voilà, en gestion des conflits et en voilà, former les professionnels sur la gestion des conflits. Donc la question, c'était comment gérer les conflits en équipe ou une attitude d'une collègue.